Le président russe, Vladimir Poutine, construit des Shahed sur le territoire russe avec l'aide de l'Iran. Tout cela sert à ses frappes constantes et à longue portée, conçues pour détruire les infrastructures ukrainiennes et dévaster les villes de son ennemi. Mais cela pourrait bientôt se terminer. La Russie est sur le point de manquer de drones Shahed, et c'est grâce à l'Ukraine et à Israël. Le compte à rebours de la défaite russe débute, car les événements lointains influencent la stratégie de Poutine. Autant que ce que fait l'Ukraine sur son territoire. Commençons par l'Ukraine. Selon le Kyiv indépendant, l'Ukraine a mené une attaque de drones d'envergure contre le Tatarstan en Russie le 15 juin. Rustam Menikhanov, gouverneur local de la région, a aussitôt minimisé l'attaque. Le gouverneur a déclaré que l'attaque ukrainienne a été confirmée par un message sur Telegram affirmant qu'elle n'avait pas été très efficace. Quand le drone sans pilote a été détruit, les débris sont tombés sur le bâtiment du poste de contrôle de l'usine automobile du district d'Yelabuga. Comme souvent avec les rapports russes sur les frappes de drones ukrainiens, ce sont les débris, et non le drone lui-même, qui ont causé les dégâts, poursuit Menikhanov. En conséquence, un ouvrier est décédé. Au total, 13 personnes ont été blessées. L'une d'elles est dans un état grave. Un incendie s'est déclaré sur les lieux, et les services compétents l'ont rapidement maîtrisé. Le gouverneur a affirmé que cette attaque de Kiev visait des civils russes plutôt que des cibles militaires, mais il mentait. Bien que les morts et blessés mentionnés par Menikhanov soient peut-être réels. L'installation que l'Ukraine a frappée n'était pas une usine automobile, contrairement à ce qu'affirme le gouverneur. Il est aussi improbable que seuls des débris de drones aient touché l'installation. Au lieu de cela, l'Ukraine vient de frapper ce qu'elle a déjà attaqué à plusieurs reprises auparavant au Tatarstan, l'une des usines de fabrication de drones Shahed les plus importantes de la Russie. Suite au rapport concernant la frappe, la chaîne Telegram Astra a publié une photo montrant ce qui semble être de la fumée s'élevant d'une installation industrielle à Yelabuga. Il a également ajouté que la cible probable de la frappe était la zone économique spéciale de la région, un endroit où les drones russes sont assemblés. L'état-major général de l'Ukraine l'a ensuite confirmé dans sa propre publication sur Telegram, précisant exactement ce que le pays avait visé. La cible était les installations de production de drones à Yelabuga, au Tatarstan, en Russie. Cette installation du complexe militaro-industriel des occupants russes est utilisée pour fabriquer, tester et lancer des drones d'attaque à travers le territoire de l'Ukraine, notamment sur les infrastructures énergétiques et civiles. L'état-major a aussi rejeté le mensonge de Menikhanov sur les débris. Il avait été confirmé que les moyens de destruction avaient atteint la cible. Les drones ukrainiens ont touché leur cible, ce qui est déjà un énorme succès en soi. Selon le Kyiv Independent, l'installation de drones du Tatarstan en Russie est cruciale pour les efforts de Poutine visant à envoyer un maximum de drones sur le territoire ukrainien. Située à environ 930 miles de Kyiv, l'usine, située dans la zone économique spéciale d'Alabuga, produit les drones Shahed. La Russie peut maintenant produire localement grâce à sa collaboration avec l'Iran. Chacun de ces drones coûte à peine 20 000 $ à fabriquer, selon le Kiev indépendant. L'Ukraine vient de frapper une usine capable de produire jusqu'à 6 000 unités par an. Cette installation est cruciale. C'est pourquoi l'Ukraine a tenté de l'attaquer à plusieurs reprises auparavant. Le 23 mai, l'Ukraine a envoyé des drones à Yelabuga lors d'une attaque que la Russie a affirmé être sans victimes ni dégâts. Un peu plus d'un mois avant, l'Ukraine avait aussi frappé le même site. L'attaque du 2 avril a été plus réussie que la suivante, blessant plusieurs personnes. Cependant, les autorités russes avaient alors affirmé que l'Ukraine n'avait pas réussi à stopper le fonctionnement de l'usine, ce qui pourrait ne pas être le cas cette fois-ci. L'Ukraine et la Russie évaluent actuellement l'impact total du récent raid de drones. Mais au vu de l'image partagée sur Telegram, il est probable que l'Ukraine ait réussi un coup direct. Mais attendez une seconde, vous vous dites peut-être à ce stade. Effectivement, frapper une usine produisant 6000 drones Shahed par an est une information majeure. Mais est-ce assez pour que la Russie soit à court de drones Shahed? Et quel est le lien avec Israël dans cette histoire? Nous reviendrons bientôt à cette deuxième question. Auparavant, notons que la frappe au Tatarstan n'était pas la seule menée par l'Ukraine entre le 14 et le 15 juin. C'est selon Jason G. Smart, qui est analyste pour le Kiev Independent, et qui a passé les 20 dernières années à examiner les capacités militaires de la Russie. Dans une vidéo YouTube, il affirme que l'Ukraine a frappé 2 autres installations clés, aussi cruciales pour la production russe de drones Shaheds que l'usine du Tatarstan. La première installation se situe dans la région de Stavropol. L'Ukraine a intensifié sa campagne avec des frappes de drones à longue portée au cœur de la Russie. Smart indique qu'ils ont attaqué une grande usine chimique à Stavropol, qui participe à la production de carburant pour les drones et missiles russes.
Le Kyiv Post a confirmé l'attaque du 14 juin à Stavropol, précisant que l'Ukraine a frappé l'usine Nevnomysky Azot, située à environ 520 miles de la frontière ukraino-russe. Comme d'habitude, la Russie a prétendu que des débris de drones avaient frappé l'usine. Selon le Kyiv Post, les explosions filmées à l'usine et diffusées sur les réseaux sociaux prouvent le contraire. L'Ukraine n'avait pas terminé. Le même jour, Smart affirme avoir aussi ciblé un site dans la région de Samara, en Russie. Puis, à Samara, ils ont attaqué une installation cruciale utilisée pour traiter des matériaux destinés à la production de carburant militaire russe. Le Kyiv Post et le gouverneur régional de Samara, Vyacheslav Fedorichev, ont confirmé sur Telegram une frappe dans la région de Samara. Selon Fedorichev, un drone a tenté d'attaquer une entreprise industrielle à Novokabychevsk la nuit dernière, dans la région de Samara. Aucun dégât ni victime, les secours sont sur les lieux. Il faut encore vérifier s'il n'y a eu aucun dommage. La Russie a souvent menti sur le succès des frappes de drones longue portée de l'Ukraine par le passé. Selon Smart, le fait que l'Ukraine ait frappé ces 3 sites en une journée n'est pas une coïncidence. Les cibles n'étaient pas choisies au hasard. Ces sites sont cruciaux pour soutenir la guerre des drones menée par la Russie selon lui. D'un seul coup, l'Ukraine a frappé une usine fabriquant le drone russe Shahid. Une autre installation produit le carburant nécessaire au vol des Shahid, et un autre bâtiment fabrique les produits chimiques pour ce carburant. C'était astucieux, coordonné, et cela visait à détruire les capacités de production interne de Shahid de la Russie. Pourtant, cela ne suffirait pas. Même si elle ne peut pas fabriquer ses propres drones Shahid, la Russie peut toujours les acheter à l'Iran. Elle l'a déjà fait de nombreuses fois auparavant. Dans un article de février 2024, Haaretz a révélé que la Russie avait déjà acheté au moins 6000 Shahid à l'Iran en 2 ans. Selon des fuites, le nombre réel serait bien supérieur. La Russie aurait acquis davantage de drones depuis, et en produirait également sur son territoire. C'est là qu'Israël entre en jeu. Israël est actuellement en pleine opération Lion-Levant, débutée le 12 juin et poursuivie jusqu'au 13 juin. Cette opération a déjà ravagé plusieurs installations nucléaires iraniennes et éliminé des responsables militaires et nucléaires clés. L'essentiel est qu'Israël bombarde actuellement l'Iran, avec des missiles et des bombes lancées depuis ses avions de chasse. À court terme, cela signifierait plus de Shahed venant d'Iran. Selon la Russie, l'Iran a besoin de ses propres armements pour mener des représailles contre Israël. Mais ce ne sont pas les problèmes de chaîne d'approvisionnement à court terme dont la Russie doit s'inquiéter. Selon Smart, Israël a visé plus que les installations nucléaires de l'Iran, frappant également des sites militaires, y compris des usines qui fabriquent des Shahid, et les composants utilisés pour construire les drones. Quelques heures après, Israël a mené des frappes de précision au cœur de l'Iran. Smart évoque l'impact des attaques de drones longue portée ukrainiens sur les installations russes. 2 usines fabriquant des composants pour les drones russes utilisés en Ukraine ont été attaquées. Les frappes récentes ont brisé l'épine dorsale de la campagne aérienne de Poutine, basée sur les drones Shahed. Au niveau national, il a potentiellement perdu 3 sites cruciaux, utilisés pour la fabrication de Shaheds, bien que ces sites ne soient fermés que provisoirement. Il est confronté à un problème plus grave avec la situation en Iran, où se trouvent les usines fabriquant les composants nécessaires à la Russie pour créer les siens. Les Shaheds sont maintenant en ruine, et tous ceux qui restent deviendront probablement des cibles israéliennes. L'Ukraine et Israël n'étaient pas alliés lors de l'opération Lion-Levant. Israël frappe ses usines pour empêcher l'Iran d'envoyer des Shaheds sur son territoire. Cependant, le choix des dates par l'Ukraine pour attaquer les lignes de production de Shaheds en Russie n'est probablement pas une coïncidence. C'est seulement quelques jours après qu'Israël a lancé l'opération Lion-Levant, ce qui nous indique que l'Ukraine a senti une opportunité et l'a saisie à pleine main. Mais pourquoi est-ce un problème aussi énorme pour Poutine ? Si la Russie peut produire ses propres drones Shahed, cela signifie-t-il qu'elle n'a plus besoin de l'Iran ? Bien sûr, la Russie ne veut pas perdre un allié. Cependant, si le pire devait arriver, la Russie a un secteur manufacturier assez fort pour produire les composants nécessaires aux Shaheds, si elle peut relancer ses autres usines. C'est exact. Ou pas, du moins. Selon Smart, le principal problème de Poutine est que la Russie ne peut pas produire ce que les installations iraniennes, récemment détruites par Israël, fabriquaient pour lui. En réalité, la Russie n'est pas capable de fabriquer des Shahed. Certainement pas à partir de zéro, affirme Smart. Cela nous mène à un secret, une vérité que Moscou veut cacher, ajoute-t-il. La Russie n'a jamais eu la capacité native de fabriquer elle-même des drones Shahed iraniens. La Russie peut assembler les drones, mais pas les construire seule. Elle n'en a jamais été capable. Parce que des moteurs à l'électronique, les Shaheds qui survolent l'Ukraine ne sont possibles que grâce à l'Iran. C'est considérable et pourrait être décisif pour l'Ukraine dans son combat contre la Russie. Smart continue.
La Russie ne dépend pas seulement de l'Iran pour les pièces de drones. Tout son programme de drones dépend de l'industrie iranienne. Chaque aspect de la fabrication du Shahid est quelque chose que Poutine ne peut pas reproduire en Russie. Selon Smart, les moteurs utilisés par l'Iran sont des moteurs de drones modifiés basés sur des conceptions allemandes inaccessibles à la Russie. Pour l'électronique, l'Iran utilise des antennes et des puces chinoises dans les systèmes de guidage des drones, mais la Russie ne peut pas les fabriquer elle-même, car elle n'a pas de version fonctionnelle de ses composants. Le carburant sera problématique. Malgré les usines russes produisant du carburant pour les Shahids, frappées par l'Ukraine, l'Iran fabrique des produits chimiques spéciaux, permettant aux drones de voler plus loin. La Russie n'a pas cela. Elle ne dispose encore que des anciennes formules soviétiques. Elles ne sont tout simplement pas aussi efficaces. Smart ajoute: même pour les Shahids modernes, la Russie semble encore s'appuyer sur la gloire de l'ère soviétique. La Russie n'a pas investi dans la guerre par drone, poursuit Smart. Cependant, elle n'a pas investi dans le développement d'une doctrine militaire faisant des drones comme le Shahid un pilier de la stratégie russe. En Ukraine, là, la Russie achète et construit des milliers de drones iraniens. Mais comme c'est si souvent le cas, elle mise sur une stratégie où le simple nombre l'emportera sur l'ingéniosité tactique. Si les installations Shahid de l'Iran n'étaient pas décimées par les frappes israéliennes, cette approche aurait pu fonctionner, mais les installations iraniennes sont détruites. Poutine est dans une situation très difficile. Le compte à rebours de la Russie vers la défaite vient de commencer, en raison des événements récents. Commençons par un sujet qui peut sembler mineur à première vue. Le 9 juin, The Warzone, a interviewé en exclusivité Kirill Badanov, chef de la principale direction du renseignement ukrainien. Il a révélé que la Russie fournit la technologie et l'expertise pour construire des drones longue portée comme les Shahid. Il existe des accords sur le début de la création de capacités pour produire des drones de type Garpaya et Gueran sur le territoire de la Corée du Nord, a déclaré Budanov. Ce sont les noms russes du Shahid 136 IS. La Russie les fabrique, et les propos de Budanov révèlent une coopération militaire renforcée entre la Russie et la Corée du Nord. C'est le plan de Poutine. La Russie a déjà profité des pactes de défense coopérative signés avec la Corée du Nord à l'été 2024 ratifiés en novembre. Peu après la création du pacte, la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats en Russie pour participer à la contre-offensive de Poutine contre les forces ukrainiennes dans l'oblast de Koursk. Des milliers de ces soldats nord-coréens sont morts, et Poutine a probablement dû faire certaines promesses au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pour obtenir ces soldats. Des promesses telles que le partage de la technologie des drones Shahed de la Russie, peut-être. Maintenant, réfléchissez à ce que l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement des drones Shahed de la Russie signifie pour l'accord. Budanov l'a mentionné. La Corée du Nord a constaté qu'elle ne peut pas se fier à Poutine pour respecter ses engagements. Bien que la Russie puisse fournir à la Corée du Nord des plans et des pièces pour construire des drones Shaheds, elle ne peut pas tout fournir. Comme l'a souligné Smart, l'Iran est aussi crucial que la Russie pour permettre à la Corée du Nord de fabriquer des drones Shaheds. Et avec les installations de production iraniennes en ruine, la Russie ne peut pas fournir à la Corée du Nord les composants et produits chimiques précieux nécessaires pour lancer ses projets naissants de production de drones. La relation de donnant-donnant entre Kim et Poutine est en danger. L'échec potentiel du Shahid pourrait inciter Kim à refuser d'envoyer plus de soldats nord-coréens à Poutine à l'avenir. Bien que spéculatif, il est certain qu'Israël ne se limitera pas à la destruction de quelques installations de production de drones Shahid en Iran. Son objectif avec l'opération Lion-Levant est de mettre fin au régime iranien actuel et, avec lui, de mettre un terme aux ambitions nucléaires et militaires de l'Iran. Smart souligne dans sa vidéo que l'Iran commence à désespérer. Selon les médias russes, le ministre iranien des Affaires étrangères a déjà annoncé que l'Iran est prêt à cesser ses attaques contre Israël et à envisager l'arrêt de son programme nucléaire. Selon le Times of Israel, Reuters affirme que l'Iran a demandé à l'Arabie Saoudite, Oman et le Qatar d'intervenir auprès du président américain Donald Trump. L'Iran souhaite que Trump presse Israël d'accepter un cessez-le-feu en échange d'une plus grande souplesse iranienne dans les négociations nucléaires. Selon un article de la British Broadcasting Corporation du 14 juin, tout cela pourrait arriver trop tard pour sauver le programme Shahid de l'Iran, car l'objectif final d'Israël serait la fin du régime iranien. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, espère que l'opération Lion-Montant déclenchera une réaction en chaîne menant à des troubles qui renverseront la République islamique. Le 13 juin, Netanyahou a même attisé les flammes d'une potentielle rébellion. Le moment est venu pour le peuple iranien de s'unir autour de son drapeau et de son héritage historique, en se levant pour sa liberté face à ce régime maléfique et oppressif. Il semble qu'alors qu'Israël frappe les sites militaires les plus vitaux de l'Iran, il souhaite que le peuple iranien saisisse cette occasion pour se soulever contre ses dirigeants.
Reste à voir si cela se produira ou non. Cependant, un changement de régime pourrait priver Poutine de l'accès aux composants nécessaires à la fabrication des drones Shahed russes. Même si les installations de production de l'Iran se rétablissent, le compte à rebours vers la défaite se rapproche inexorablement de sa conclusion. Tout cela se déroule pendant que l'Ukraine poursuit ses attaques contre les sites de production de drones Shahed en Russie, accélérant ainsi le compte à rebours. Avec les frappes israéliennes en plus, Poutine se retrouve vite à court d'options. Selon Smart, la Russie a peu d'options. La Chine cherche à éviter de nouvelles sanctions ou des tarifs douaniers américains, et ne soutiendra probablement pas cette opération. La Corée du Nord n'a pas les compétences en ingénierie requises pour assister la Russie. Cette situation a contraint la Russie à dépendre de l'Iran pour la production continue de ses drones Shaheds. Et grâce à Israël, l'Iran est hors jeu. Chaque frappe ukrainienne contre les installations de Shahed russes réduit désormais de façon permanente la capacité de la Russie à mener des attaques dévastatrices de drones longue portée contre l'Ukraine. Les drones Shahed ont joué un rôle crucial pour la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, bien que leur intégration adéquate dans l'armée russe n'ait pas été une priorité. Cela se reflète dans l'utilisation accrue des drones par la Russie ces derniers mois. Selon la British Broadcasting Corporation, en août 2024, la Russie a lancé 818 drones contre l'Ukraine. En septembre, ce chiffre était passé à 1410. Et en octobre, plus de 2000 drones ont été envoyés sur le territoire ukrainien. Avançons jusqu'en mai de cette année, et la Russie a dépassé les 4000 drones lancés contre l'Ukraine en un seul mois. L'approche intense axée sur les drones se poursuit sans relâche. Par exemple, du 8 au 9 juin, la Russie a lancé un nombre record de 499 drones contre l'Ukraine en une seule journée, selon Euronews. Bien que l'Ukraine ait réussi à neutraliser la plupart des drones, on voit comment Poutine utilise ses Shahed, des hordes écrasantes de drones qui, même s'ils sont abattus, parviennent tout de même à épuiser les défenses aériennes de plus en plus réduites de l'Ukraine. Les chaînes de production de drones Shahed en Russie s'effondrent, rendant impossible pour Poutine de poursuivre leur utilisation massive mais peu stratégique. La pression sera allégée sur les villes et les infrastructures de l'Ukraine. Et cela obligera Poutine à compter encore plus sur ses troupes terrestres vacillantes, alors qu'elles tentent de s'emparer du territoire ukrainien. Sans les Shahed dans son arsenal, les efforts de Poutine pour prendre l'Ukraine sont voués à l'échec. Le compte à rebours vers la défaite de la Russie a commencé. Nous devons attendre et voir quand ce compte à rebours expirera. Pendant ce temps, Poutine doit gérer le fait que les défenses aériennes désastreuses de la Russie pourraient expliquer pourquoi l'Iran a cessé la production des drones Shaheds. Notre vidéo explique pourquoi la Russie est responsable des lourdes frappes subies par l'Iran lors de l'opération Lion émergent, et les implications pour la Russie aujourd'hui. Et si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker et de vous abonner à The Military Show pour plus de contenu à jour sur la guerre en Ukraine.